En préparant notre article cette semaine, on est tombé sur un vrai OLNI, un objet ludique non identifié, Ah oui. un jeu de société bulgare, Three C'est c'est presque une légende urbaine dans le milieu, une pépite quasi secrète, et on a voulu creuser un peu. C'est plus qu'une pépite, c'est presque de l'archéologie ludique en fait. On ne parle pas du tout d'une grosse sortie commerciale. Non, clairement pas. L'article le montre bien d'ailleurs. C'est un projet né d'un financement participatif, très modeste, à peine 750 contributeurs. Et seulement 700 exemplaires en anglais, c'est ça? Voilà. Du coup, le simple fait de l'analyser, c'est déjà mettre en lumière un trésor un peu caché. Ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est son postulat de base. C'est un jeu coopératif, mais pour exactement 3 joueurs. Mhm. Pas 2, pas 4. 3. Et le tout basé sur la mythologie thrace. Honnêtement, ça ne parlera pas à grand monde. Pourquoi des choix si restrictifs? C'est là que ça devient fascinant. Ces contraintes, en fait, elles définissent toute l'expérience. La mythologie thrace, bon, c'est la région de Spartacus. Mais le jeu va chercher dans un folklore bien plus profond, plus méconnu. Ça change. Ah oui, ça nous change radicalement des vikings ou des zombies. C'est un bol d'air frais nantif, quoi. Et en jeu, ça se traduit comment? Notre article mentionne une structure temporelle assez folle. Oui, En 4 phases, prophétie, passé, présent présent, et futur. exactement. C'est le cœur du système. L'histoire des héros se construit à travers le temps. Et la phase la plus longue, la plus importante, c'est le passé. D'accord. Là, les joueurs ne découvrent pas un plateau de jeu qui existe déjà. Ils le construisent eux-mêmes, tuile par tuile. Il le crée. Ils forgent littéralement le monde dans lequel ils vont ensuite évoluer. Donc le monde et les héros naissent en même temps. Et les héros, justement, parlons-en. Les noms qu'on a relevés sont incroyablement poétiques. Ah oui. L'épouse du vampire, la jeune fille à naître. Est-ce que cette poésie, elle a un impact sur les mécaniques de jeu? Absolument. Chaque héros n'est pas défini par sa force ou son intelligence, mais par 6 vertus. Les vertus, oui. Amour, espoir, foi. C'est très conceptuel. Tout à fait. Attends, je relis nos notes, parce que ça m'avait fait halluciner. La vertu d'amour détermine la compétence de combat du personnage. C'est ça. Mais c'est complètement contre-intuitif. D'habitude, c'est la force ou l'agilité. Comment ça peut fonctionner? C'est le coup de génie du jeu. Ça oblige les joueurs à penser complètement différemment. Le combat n'est pas une agression, c'est un acte de protection, motivé par l'amour pour ses compagnons ou ses idéaux. D'accord, je vois. Et ça renforce la mécanique centrale, l'entraide. Les joueurs peuvent s'aider les uns les autres à augmenter leurs vertus, ce qui crée une alchimie de groupe indispensable. Donc ce n'est pas une option? Ah non. L'article souligne bien, le jeu est très difficile. Sans cette coopération totale, c'est l'échec assuré. Cette coopération intense, ça sonne fascinant, mais aussi très exigeant. J'imagine que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que notre analyse a pointé des aspects qui pourraient le rendre difficile d'accès? Bien sûr. La contrainte à 3 joueurs, c'est le principal obstacle. C'est un vrai frein logistique en fait. C'est clair. Si on ajoute à ça des parties qui durent facile 2 à 3 heures, et le fait que le jeu est quasiment introuvable aujourd'hui, C'est une expérience qui se mérite. complètement. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas ces contraintes qui font tout son charme? Le fait qu'il assume d'être aussi différent? C'est exactement ça. Ces prétendus défauts sont en réalité sa signature. C'est un jeu pour une niche, et il l'assume pleinement. D'ailleurs, sa rejouabilité est immense, parce que le plateau et la construction des héros ne sont jamais les mêmes d'une partie à l'autre. C'est vrai. C'est le genre de projet audacieux qui ne pourrait juste pas exister en dehors du financement participatif. Donc si on devait résumer l'identité de Sweetail à la fin de notre enquête, on pourrait reprendre la formule de notre article. Oui, C'est ce cousin du Yard qu'on ne connaissait pas, mais qu'on est drôlement contente d'avoir invité à table. Un peu différent, étonnamment profond, et avec des histoires que personne d'autre ne raconte. c'est une très bonne image. Et ça soulève une question plus large, qui va au-delà de ce jeu en particulier. Hmm. En se concentrant uniquement sur les grands succès commerciaux, les blockbusters, combien le trésor culturel et narratif, comme celui-ci, est-ce qu'on rate? Quelles perspectives uniques, quelles histoires fascinantes se cachent dans ces projets de niche, loin des radars du grand public?